Salut à tous, moi c'est Joël de Mes Finances à moi. Je vous souhaite pour l'année 2022, pour cette nouvelle année, beaucoup de réussite, mais surtout la santé, parce que sans la santé, voilà, c'est un peu difficile. Et que vous atteigniez vos objectifs en 2022 et les prochaines années, que ce soit des objectifs personnels, des objectifs professionnels. Donc, pour cette nouvelle vidéo, pour cette nouvelle année 2022, voilà, on va essayer d'un peu faire le récapitulatif de comment mettre les bases pour avoir des finances solides en 2022 et très probablement les années d'après. On va parler de connaître sa situation actuelle. Hmm? Le prochain point ne sera pas le capital humain, un facteur qu'on néglige trop lorsqu'on parle des finances, lorsqu'on parle d'atteindre ses objectifs. On va parler de comment se fixer les objectifs et comment les catégoriser. On va parler de votre profil de risque parce que nos rapports avec l'argent sont différents. Après, on va dire comment tu peux définir ta stratégie pour atteindre ces objectifs-là. Enfin, on pourra parler de comment choisir les véhicules de placement ou d'investissement qui vont te permettre d'atteindre ces objectifs-là. Et à la fin, j'ai deux surprises, deux petits thèmes là dont j'en parlerai à la fin de l'épisode. Donc, restez à la fin pour savoir de quoi il s'agit. Premier objectif, c'est carrément connaître ta situation actuelle. Quel est ton revenu? Quel est ton revenu actuellement? Combien as-tu touché? Quelles sont tes entrées d'argent au courant de l'année 2021 et quelles seront au courant de l'année 2022? Est-ce que tu les connais ou bien est-ce que tu supposes? C'est un peu flou dans ta tête comme ça. Quelles sont tes dépenses? Comment est-ce que tu les catégorises en dépenses fixes, en dépenses variables? Quelle est ta capacité d'épargne? Comment est-ce que je peux l'optimiser? Comment est-ce que je peux l'augmenter? J'en parle de tout ça dans l'épisode 2 du podcast. Donc, pour pouvoir encore rafraîchir un peu la mémoire, ce que c'est. Alors maintenant, pour connaître toutes ces informations-là, je recommande à tout le monde. Pour moi, c'est le B à bas. Depuis que j'ai commencé avec ce qu'on appelle un cahier budgétaire, je ne m'y sépare pas presque 10 ans après. Parce que pour moi, c'est mon guide. C'est lui qui me dit, OK, voici le niveau ce mois-ci. Voici ce que tu es capable de dépenser. Voici ce que tu es capable de consommer. Voici ce que tu es capable de te faire plaisir. Et voici ta capacité d'épargne. C'est très important d'avoir cette ligne directrice là. Ça vous permet de vous projeter. Parce que lorsqu'on n'est pas capable de se projeter, combien est-ce que je peux épargner? Oh, c'est chaud. Oh, il y a peut-être une dépense. La facture du mois passé. Non, le mois prochain, il y a encore une facture. Quand tout ça, c'est pas clair, c'est difficile de pouvoir vous créer des bases solides pour vos finances. Je vous recommande d'avoir un cahier budgétaire. Moi, c'est les 9 dernières années pratiquement, je les faisais toujours en sur un fichier Excel. Un exemplaire d'un cahier budgétaire, je le mets dans le descriptif de l'épisode 2 du podcast. Mais aujourd'hui, il y a la nouvelle technologie, il y a les cahiers budgétaires électroniques. Certaines banques même l'ont déjà incorporé dans ce feature-là, dans vos comptes bancaires. Personnellement, je connais parce que mon épouse est à la Deutsche Bank. Il y a déjà cet outil-là, j'ai oublié le nom, mais ça te permet de catégoriser vos dépenses, vos revenus, et comme ça déjà avoir un aperçu de ce qui vous attend au courant du mois, et comment vous sentez, comment vous pouvez, avoir un aperçu. Ça c'est clair. Il ne faut pas naviguer à vue, parce que je me rappelle cette époque, moi-même j'avais peur d'ouvrir mon compte bancaire, c'est-à-dire quand je pensais qu'il y a mon compte bancaire, j'ai peur. Comment c'est possible ça? Mais aujourd'hui ça me dérange pas. Aujourd'hui, c'est même pas, j'ouvre mon compte bancaire 10 fois la nuit, pas 10 fois la journée, mais très assez souvent parce que j'ai plus peur, parce que savoir que quand une dépense arrive, est-ce qu'elle est bien catégorisée? Parce qu'aujourd'hui, j'utilise un cahier budgétaire électronique qui permet comme ça de catégoriser mes dépenses, de mettre les règles de manière que quand une dépense, je donne un exemple, vient d'une station d'essence, le cahier budgétaire automatiquement catégorise ça dans la station d'essence. Quand c'est une dépense qui vient d'Aldi, c'est une course de la maison, ça vient des restaurants, tout ça, je l'ai paramétré. Le nom du cahier budgétaire, mais malheureusement, il est seulement valable sur un software allemand, il est seulement valable sur les MacBook, ça s'appelle Money Money. Donc, si vous utilisez MacBook et que vous êtes en Allemagne, ça peut être intéressant pour vous. Il permet de bien catégoriser. Mais en dehors de ça, il y a des autres outils, que ce soit en France, en Allemagne, partout dans le monde, il y a des outils. Donc, je vous recommande, faites un cahier budgétaire. C'est le B à bas pour des finances solides. Ça vous permet, par exemple, je suis capable, là maintenant, je suis capable, en un clic, à regarder, savoir quelles sont les dépenses. Nous sommes en période l'année est finie, l'année est en train de commencer, je suis capable de vous dire combien j'ai dépensé en cadeau pour toute l'année 2021.
Et même pour le mois de décembre, pour les cadeaux que j'ai offerts aux amis et à la famille, je suis capable de savoir ça. Je suis capable de vous dire exactement combien j'ai dépensé pour l'essence pour l'année à venir. Je suis capable de vous dire combien j'ai dépensé pour la nourriture. Ça me permet de savoir, de connaître toutes ces dépenses, de savoir où est-ce que optimiser, où est-ce que mon argent va, hein, où est-ce que sont les gros de mes dépenses, quels sont les moyens d'optimiser. Est-ce que j'ai besoin d'Amazon Prime? Est-ce qu'en parallèle d'Amazon Prime, j'ai besoin d'avoir un compte Netflix, un truc, un compte Disney, tous ces abonnements-là, l'abonnement au sport. Pas chaque fois dans mon compte. La dernière fois que je suis allé au sport, hein, ça me permet comme ça de voir quels sont mes postes de dépenses et de savoir l'optimiser. Parce que c'est en sachant où est-ce que mes dépenses sont que je pourrais savoir quelle est ma capacité d'épargne. Je peux savoir, je peux chaque mois épargner telle somme. Et maintenant, quand je regarde, qu'est-ce que je peux optimiser, je peux retirer euh, euh, complètement, barrer telle dépense, un abonnement à la salle de sport où je n'y vais pas, où je ne suis pas allé depuis très longtemps, compte Netflix, Amazon Prime, ainsi de suite. Est-ce que j'ai besoin de tout ça? Je peux dire, ok, je supprime ceci, ceci, ceci. Ça me permet comme ça d'augmenter ma capacité d'épargne pour pouvoir, comme ça, atteindre mes objectifs. On en parlera plus tard. L'autre facteur, c'est le capital humain. Le capital humain, c'est le patrimoine avec le plus de valeur que vous avez. Et c'est le patrimoine qui va augmenter, dont vous pouvez très facilement augmenter la valeur sur le temps. Et c'est le patrimoine qui influencera tous les autres aspects de votre création de patrimoine. Que vous ayez, je ne sais pas quel niveau d'épargne aujourd'hui ou bien quel immobilier. Tout ça, en termes de valeur, sont bien moindres que votre capital humain. Et votre capital humain, c'est quoi? Votre capital humain, c'est votre éducation, ce que vous savez faire. Qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Votre know-how. Ce capital humain-là, il faut y investir. Il faut y investir. Moi, par exemple, dans mon cahier budgétaire, j'ai un poste éducation. Là, par exemple, tous les livres qui concernent mon éducation, quelle sont mon éducation professionnelle, ça va dans ce poste-là. Je suis capable de vous dire combien en 2021 j'ai dépensé pour mon éducation. Ça, c'est important d'y investir, surtout quand on est étudiant, quand on n'a pas assez d'argent pour dépenser, pour investir en bourse, comme on parlera plus tard, bien acheter un immobilier. Votre capital humain, c'est le patrimoine là où vous devez faire le maximum d'investissement. Que ce soit pour vos études, que ce soit pour vos formations académiques, que ce soit pour vos formations privées, dans le sens où, voilà, je donne un exemple, moi qui étudie informatique, par exemple, à l'université, on n'a pas appris comment créer une page web. Alors maintenant, mon capital humain, investir en capital humain, c'est ça. Comment est-ce que je vais investir en regardant les tutoriels sur Internet, savoir comment on crée un site Internet. Ce genre de choses. Ou bien un langage de programmation. Donc, on a peut-être seulement parcouru comme ça à l'école, mais qui m'intéresse, je pense que ça serait pour l'avenir. Comment est-ce que je peux l'apprendre? Je peux prendre par exemple le cas d'Arduino, les concepts, les micros, on appelle ça quoi? Programmation micro, on appelle ça quoi? Bon, vous savez, ceux qui connaissent Arduino et consorts. Ça, c'est l'investissement dans vos capitales humains en dehors, naturellement, de ce que vous apprenez à l'école, à l'université ou bien dans vos formations. Et pour ceux qui travaillent, naturellement, votre expérience professionnelle, hein, apprenez à avoir plus de connaissances pour votre expérience professionnelle, plus de know-how, en faisant peut-être aussi des formations ou bien en vous intéressant sur peut-être des postes là où vous ne maîtrisez pas tout, mais prenez le courage d'y aller parce que vous investissez, parce que c'est le patrimoine avec la plus grande valeur pour le restant de votre vie et que vous pouvez influencer, augmenter la valeur très rapidement et facilement. Donc, c'est beaucoup de personnes le négligent, mais il ne faut pas le négliger parce que jusqu'à la fin de votre vie, c'est ce patrimoine-là qui aura le plus de valeur que ce que vous avez créé en parallèle, tout court. Donc, après, on va parler maintenant de fixer les objectifs parce que les objectifs, en tant qu'on parle surtout en termes de finances, là, on peut les catégoriser en trois. En horizon de temps, en trois horizons de temps. Il y aura les objectifs à court terme. Un objectif à court terme, ça veut dire, ok, je veux m'acheter une nouvelle télé, je veux me faire ma caisse d'urgence parce que c'est important d'avoir une caisse d'urgence. C'est ça que le reste des discours que je fais ou bien que je parle dans le podcast ou bien de cette vidéo va se construire. Avoir une caisse d'urgence. Une caisse d'urgence te permet, en cas de situation difficile, là où, voilà, je prends un exemple, la voiture s'est gâtée, les coûts de réparation sont élevés. Si vous n'avez pas d'argent, vous allez prendre un crédit qui va vous coûter cher. En termes d'intérêt, que ce soit un dispo crédit ou bien un crédit normal, ou même si vous payez à votre carte de crédit et qu'après vous devez payer rembourser ce crédit, votre carte de crédit mensuellement, ça vous coûte de l'argent parce que vous n'avez pas d'argent dessus. Une caisse n'est pas d'urgence, n'est pas d'urgence et
nécessaire. Sans ça, bon, ça ne vaut pas la peine de continuer à regarder la vidéo comme de penser aux finances, parce que là, vous mettez, peut-être sans le savoir, une balle au pied. Hein? Court terme, en termes de court terme, on parle des dépenses ou bien des prévisions qu'on aura besoin dans les quelques. On va en parler dans un horizon de temps, on va parler 1 jusqu'à 3 ans. Et quel véhicule peut être intéressant pour pouvoir atteindre cet objectif court terme-là? Ça peut être Contine, ça peut être votre livret A en France. En Allemagne, ça sera votre compte classe, votre compte Tagesgeld aussi. Certes, les intérêts ne sont pas élevés. Les intérêts ne sont pas élevés. Avec plus de détails, j'en parle dans l'épisode 5 et 6 du podcast. Après, on a les objectifs à moyen terme. Peut-être vous voulez acheter un terrain au pays. Peut-être vous avez besoin d'un apport personnel pour pouvoir acheter un immobilier dans les années qui suivent. Et quel véhicule où vous pouvez placer cet argent-là pour ne pas le consommer en allemand, pardon, ce qui peut être intéressant peut être un Festgeld, ou alors, ceux qui sont en France, ça peut être une assurance vie sur des fonds euros, et c'est seulement sur des fonds euros, sans unité de compte. Ça ne vous rapportera pas beaucoup en termes de rentabilité, mais au moins la volatilité est très faible ou bien est garantie en fonction du véhicule que vous allez utiliser. Après, maintenant, on a les objectifs long terme, plus 10 ans. Moyen terme, c'est 3-10 ans. Long terme, c'est plus 10 ans. Plus 10 ans, ça veut dire quoi? Votre retraite. Peut-être l'épargne pour vos enfants qui sont petits, qui vont grandir. Vous avez besoin peut-être les soutenir pour plus tard lorsqu'ils sont plus âgés. Et pourquoi pas votre retour au pays. Ça, c'est du long terme, quand ça va au-delà de 10 ans. Alors maintenant, quel véhicule va vous permettre d'atteindre vos objectifs? Naturellement, comme vous ne savez pas, ça sera investi en bourse, de préférence à travers les ETF, et pourquoi pas les immobiliers? Parce que ce sont sur le long terme. Ces deux, sans la bourse et ou l'immobilier, ça sera difficile pour le plus tard. Ça sera difficile. Moi, je pense, et d'après ce que j'ai lu, scientifiquement prouvé, c'est difficile de se faire bon patrimoine sur du long terme. Après, maintenant, lorsqu'on a ces objectifs-là, lorsqu'on sait là où on veut, ça c'est les objectifs qu'on veut, maintenant, il faut déterminer son profil de risque. Un profil de risque, on a parlé dans l'épisode 8 du podcast, avec un lien, avec un questionnaire, comment questionnaire vous pouvez répondre pour à peu près vous savoir déterminer votre profil de risque. En gros, quand on parle de profil de risque, il s'agit de savoir quel genre de risque, à quel niveau de risque vous êtes prêt à supporter. Il n'y a pas de formule magique pour vraiment déterminer que toi, c'est ton profil de risque, ça, c'est ton profil de risque. Mais il y a des indices qui peuvent vous aider comme ça à savoir que, ok, ça, c'est mon profil de risque. On va prendre par exemple un jeune qui est dans la jeunesse, un jeune au moins de 40 ans par exemple, célibataire, son objectif, peut-être c'est l'autonomie financière. Il a une horizon de temps très long, 10 ans et plus. Et il peut supporter la sensibilité et le risque faible. Pour lui, il peut aller, et voilà, il est différent de quelqu'un qui a 40, 60 ans, marié, enfant, donc pour lui, son objectif c'est bientôt la retraite. Son horizon c'est peut-être inférieur à 10 ans, et individuellement, sa sensibilité au risque est un peu plus élevée qu'un célibataire ou bien qu'un jeune, personne plus âgée, et ainsi de suite. Donc, je vous le recommande d'écouter l'épisode 8, ça va rentrer un peu plus dans les détails, mais tout ça, profil de risque, c'est un rapport très élevé avec ce qu'on appelle le triangle des investissements, le triangle des investisseurs. Parce que dans ce triangle-là, en fait, il y a une répartition à peu près de ce qu'on appelle des assets, des actifs. Voilà, le bon mot en français, c'est les actifs. On passe sur les actifs en fonction de leur niveau de risque. En bas, par exemple, de ce triangle-là, la base de ce triangle-là, il est fait, par exemple, de votre compte classique, compte d'épargne classique et tout. Là, il est presque garanti, du moins en Europe, il y a une garantie de l'Union européenne qui fait que jusqu'à 100 000 € par compte, voilà, c'est garanti par l'État que cet argent-là, on vous le remboursera là. Donc, c'est presque, je ne veux pas dire risque zéro, mais risque très proche de zéro. Après, on monte un palier plus élevé. Un palier plus élevé, ça sera par exemple les investissements sur l'immobilier. L'immobilier, que ce soit pour votre résidence principale ou bien vous mettre en location. Et de l'autre côté, on a aussi investi sur les trackers, les ETF, on en parle bien. Un niveau un peu plus au-dessus en termes de risque, c'est investir dans les actions
directe, mais on dit de façon individuelle. Ça, c'est déjà un peu plus élevé. Et encore un niveau plus élevé, c'est investir, par exemple, dans la crypto-monnaie, dans les trucs comme dans l'art, dans le vin. Bon, il y a plein, voilà, les old-timers, les voitures old-timers, ainsi de suite. Donc, vous voyez que plus, ok, en quittant du bas vers le haut, on a, on parle de rentabilité presque zéro à une possible rentabilité un peu plus élevée avec le risque qui va avec, parce que le frère jumeau, le frère jumeau, comme je dis, le frère jumeau d'une rentabilité élevée, c'est le risque. Donc, vous ne pouvez pas, quelqu'un qui va vous dire, si vous voyez quelqu'un qui vous dit, ok, on a une première rentabilité élevée et le risque presque zéro, c'est un sorcier. Fuyez sans regarder le derrière, c'est le mensonge. Et il y a plein de charlatans là-dedans qui aiment bien le faire. Et puisque voilà, parce qu'on n'a peut-être pas ce capital humain-là qui nous a pris, c'est genre, tout en termes de financement des choses, on y croit facilement. Et l'AMF a fait encore un rapport il y a quelques semaines pour raconter le nombre d'arnaques qui se fait encore aujourd'hui à travers ce genre de, entre guillemets, investissement sur les personnes. Et c'est le plus difficile à croire, c'est qu'on se dit que souvent, ce sont des gens qui ne sont pas éduqués, qui sont tombés dans ce genre-là. Non, ce sont les statistiques, ce sont les personnes, les cadres. Vous avez à peu près 30% des cadres qui tombent dans ces arnaques-là. Pourquoi c'est comme ça? Parce que lorsque, je veux dire quoi, lorsque vous avez un certain niveau de vie, un 30, 40, vous arrivez à cadre, là vous commencez à réfléchir sur le truc, vous constatez que peut-être vous n'avez pas commencé, vous n'avez pas su, vous n'avez pas pu commencer à construire le bâtiment un peu plus tôt, vous vous dites, ok, il faut que je me rattrape en prenant un peu plus de risques. Et c'est comme ça que vous êtes, si vous n'êtes pas éduqué, vous allez facilement tomber dans ces pièges-là, des gens qui vous promettent des rentabilités élevées avec des risques faibles. Il faut faire attention, vous allez tomber sur faire du trading, gagner beaucoup d'argent, et ainsi de suite. J'ai fait une vidéo sur la page de mes finances à moi, c'est contre le trading. Pourquoi est-ce que faire du trading, c'est se donner 95% de perdre son argent. Pourtant, il y a des alternatives long terme, là où vous pouvez vous gagner. Construire du patrimoine sur le long terme, il faut juste être patient. Donc, on a parlé comme ça du profil du risque. L'autre chose qu'on voulait parler, c'est définir votre stratégie. Quand vous connaissez votre profil de risque, alors maintenant, vous savez, vous devez savoir quelle est ma stratégie par rapport à mon profil de risque. Et quand on parle de définir ta stratégie, il faut voir votre patrimoine en termes global. En termes global. Quand je dis terme global, c'est de vos épargnes, que ce soit dans les tontines, dans votre livret classique, dans vos assurances et vie, partout où vous avez fait un placement, considérez ça, tout ça comme votre patrimoine. Et votre stratégie doit tenir compte de tout cela. Vous n'allez pas, je prends un exemple, vous n'allez pas dire que ok, je ne considère pas ce qu'il y a dans mon compte d'épargne plastique. Voilà, je considère, ma stratégie, c'est limite seulement à ce que j'ai un exemple, en bourse, investir sur la bourse. Non, construire votre stratégie de manière globale. De manière globale, c'est très très important de le faire, sinon vous allez commettre beaucoup d'erreurs parce que vous avez seulement considéré juste une partie de votre patrimoine dans la stratégie que vous faites. Dans cette stratégie-là, on va en deux termes, en termes d'investissement. On va parler des investissements qui sont pauvres en risque. J'évite concernant le mot sans risque. Parce qu'en fait, il n'y a jamais de sans risque, quel que soit, même votre livret A ou votre risque, ou même votre compte en banque. Je vous fais dire investissement pauvre en risque. Donc, on va diviser les investissements pauvres en risque et les investissements à risque élevé. Dans les investissements pauvres en risque, vous aurez votre compte d'épargne classique, votre compte normal, vous aurez éventuellement aussi des fonds euros, que ce soit pour ceux qui sont en France, dans les assurances vie. Vous aurez aussi des investissements dans les ETF ou bien les fonds de dettes étatiques ou bien des dettes entreprises. Ce sont les investissements pauvres en risque. Après, maintenant, vous avez des investissements un peu plus risqués. On va parler comme ça. Des ETF, des SCPI en France. Niveau un peu plus élevé, il y aura des actions, il y aura de l'immobilier. Que ce soit l'immobilier de votre résidence principale ou bien que vous mettez en location ou bien votre Pinel. Encore plus élevé, on va parler des cryptos, des vins, old-timer. Donc, ce sont des investissements plus risqués. Maintenant, chacun de nous a sa rapport avec l'argent et nous n'avons pas tous ce même rapport-là. Alors maintenant, on va regrouper en termes de profit des risques, on va tout le monde diviser, il y en a 3 ou 4, mais moi, pour faire simplifier cette vidéo, je vais dire 3. On aura le profil prudent. Un profil prudent, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une grosse partie de tout son patrimoine, tout,
ton patrimoine, je dis vraiment tout, compte d'épargne, ton tien, tout et tout, une grosse partie là est dans l'investissement pauvre en risque. Et l'autre partie, minime, est dans l'investissement un peu risqué. En règle, je veux dire qu'il n'y a pas de règle, c'est exact, on va dire 80% de votre profil prudent, ça sera 80% dans seront des investissements pauvres en risque et à peu près 20% sera dans les investissements risque, voilà, un peu plus risqué. Donc, il n'y aura pas exactement que 80-20. Nous devons dire, ok, 75-25. Là, maintenant, ça dépendra individuellement de vous, quoi. Donc, maintenant, voilà, c'est ça votre prudence. Lorsque vous aurez su quel est votre profil de risque, à y appliquer votre stratégie. Donc, ça veut dire que si je connais mon profil de risque, je dois avoir une stratégie d'investissement correspondante. Si je suis prudent, je dois mettre à peu près 80% dans des investissements moins risqués et maximum 20% dans des investissements plus risqués. Après, maintenant, il y aura un profil équilibré qui veut dire, je pense que je peux un peu, ou bien c'est comme ça sa personnalité, on pourra dire il va mettre 50% de son investissement, de tout son argent dans les investissements pauvres en risque et 50% dans les investissements un peu plus risqués. Après, on aura une personnalité qui aura, on va parler de ça, un profil dynamique, pour utiliser le terme commercial. Alors, il va dire, ok, je peux mettre 80% et plus, ou bien 20% et moins de 20% dans les investissements pauvres en risque, et le reste, 80% éventuellement et plus, dans les investissements un peu plus risqués. Donc voilà à peu près 3 nations. Comme je dis, ce ne sont pas ces pourcentages que je donne là, ce ne sont pas les valeurs coupées. Ça va dépendre personnellement de vous, de ce que vous voulez faire, quoi. Mais je pense qu'il y a, surtout lorsqu'on parle d'investissement long terme, retraite, surtout pour les enfants, je veux dire quoi? Prenez le courage, éduquez-vous. Vous pouvez un peu plus prendre de risques, du moins sur ces sujets-là. Sur ces sujets-là. Ok? Mais, comme je dis, investissez toujours de telle manière vous êtes capable de dormir. Parce que ça ne sert à rien de dire, ok, oui, voilà, je vais prendre un exemple extrême. Voilà, je vais investir en crypto, il y a un pourcentage, ça peut faire x3 en 6 mois et tout. Mais vous êtes incapable de dormir lorsque la crypto va faire une chute de 80% qui, dans le monde de la crypto-monnaie, est une chose assez normale. Et si vous êtes incapable de dormir parce que votre investissement a fait ce genre de volatilité, ce n'est pas le bon investissement pour vous. Coupez, ce n'est pas le bon investissement. Ou bien, au ce niveau d'investissement n'est pas peut-être le bon pour vous. Peut-être diminuer la quantité que vous avez mis dans l'investissement en risque. Donc, maintenant, lorsqu'on a cette stratégie-là, en fonction du profil qu'on a, il faut trouver le véhicule d'investissement. Vous avez vu jusqu'à présent, je n'ai pas parlé d'actions particulières, voilà, des actions particulières ou une stratégie particulière. Pourquoi? Parce que chaque pays, déjà, puisque j'ai fait cette vidéo, chaque pays a ses réalités, en fait. Par exemple, quelqu'un qui veut mettre, prends quelqu'un qui est en Allemagne, quelqu'un qui est en Allemagne qui va dire, je suis dans un risque prudent, je suis dans un profil prudent, il va dire, ok, je donne un exemple, juste un exemple, ce n'est pas un conseil, naturellement. Je vais mettre 80% de mon argent dans un compte d'épargne classique. Les 20% là, je peux le mettre dans un ETF monde. C'est ok et c'est très bon. Ça te permet de dormir parce que ta stratégie, ça correspond à ta personnalité. Ok, tu n'auras pas les rentabilités, boum, qui vont vers le ciel. Par contre, aussi, en cas de crash sur le marché boursier, ton patrimoine global ne va pas en souffrir. C'est ton patrimoine ton investissement ton patrimoine global ne va pas en trop souffrir. C'est ton investissement dans la partie risquée va en partie, mais de manière globale, lorsqu'on considérera tout ton patrimoine, il sera, on va dire, stable, un peu plus stable. Par contre, de l'autre côté, un extrême, personne qui va dire, ok, je mets 100% dans les ETF diversifiés, lorsque le prochain crash arrivera, je ne sais quand, mais il arrivera, voilà, la personne va en partie. Est-ce que cette personne-là peut dormir? S'il peut dormir, tant mieux. C'est ça le plus important. Parce que si vous paniquez, vous allez vendre à perte et vous aurez vraiment perdu. Alors, si vous restez sur du long terme, comme je le recommande toujours dans mon podcast, c'est
vous avez de très grandes chances de faire mieux que 95% des gens qui investissent en bourse. Vous avez aussi remarqué, je n'ai pas parlé d'impôts. Pourquoi est-ce que je ne parle pas d'impôts? Parce que l'impôt, malheureusement, beaucoup de gens pensent que c'est l'impôt qui rend un investissement bien. Non. Vos décisions d'investissement doivent déjà être bien, sans tenir compte de l'aspect des impôts. Votre tranche marginale d'imposition, votre niveau d'imposition. Non. L'investissement que vous faites doit déjà vous correspondre à vous, doit être rentable pour vous. Et le taux d'imposition ou bien la juridiction, bien, selon votre pays, une position sur ce produit d'investissement ou bien sur le véhicule d'investissement là, doit être la cerise sur le gâteau. Donc, ce n'est pas parce qu'on a dit quelque chose est, je prends par exemple en France, les Pinel, il y a beaucoup de gens qui se lancent les Pinel parce qu'ils disent que c'est à cause des impôts. Pourtant, le produit ou l'appartement qu'ils prennent n'est même pas déjà rentable en lui-même. C'est parce qu'il y a derrière une petite imposition, un petit avantage fiscal qui vient là, qu'il se lance. À mon avis, ce n'est pas la bonne stratégie. Et beaucoup de gens le disent déjà. Pourquoi vous pensez que les États donnent ces avantages d'imposition? Parce qu'ils vous aiment? Non. Parce que l'État, en fait, il veut se désengager de certaines choses qui lui coûtent de l'argent. Alors maintenant, pour que ce secteur-là, l'activité-là ne meure pas, il vous encourage à y mettre et vous donne des avantages impôts. C'est pour ça que je dis, investissez déjà que l'investissement, le placement, sans les impôts, parce que les impôts, avec le temps, ça peut changer. La loi sur les impositions, qu'on a avantage fiscal, comme vous faites aujourd'hui, dans 5 ans, lorsque le gouvernement va changer, lorsque la situation économique va changer, ce ne va pas le même. Mais vous serez cloué sur cet investissement-là. Surtout quand on parle d'investissement long terme, appartement, Pinel, ainsi de suite. En allemand, on va parler de Lebensversicherung, restaurant et tout. Ou bien tous ces avantages peuvent changer avec le temps. Mais vous êtes déjà, vous avez mis une grosse partie de votre argent. Donc, l'avantage fiscal doit être la cerise du gâteau de votre choix de décision et non le facteur clé qui vous permet d'investir. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça que je n'ai pas parlé d'impôts. Alors maintenant, je vais terminer cette vidéo là, aussi comme ça, pour parler des assurances. Et là, maintenant, je crois que c'est pas ce que je vais dire là. En fait, en gros, on n'a pas besoin de 1000 assurances pour vivre. Vous avez ceux qui sont en Europe, vous avez besoin de votre pays, vous avez besoin de votre assurance maladie, c'est essentiel. Vous avez besoin de votre assurance risque civil. Assurance risque civil en allemand, c'est Privathaftpflichtversicherung. Risque civil, ça veut dire quoi? Ça veut dire si je gâte la chose de quelqu'un, voilà, l'assurance le couvre. L'assurance le dédommage, je n'ai pas besoin de sortir quelque chose de ma poche. Nous qui sommes étrangers, de la diaspora, et qui allons directement, souvent dans les pays, rentrons au pays pour les vacances, ou bien les autres pays pour rendre visite à la famille, il y a l'assurance maladie étrangère. Ce sont des assurances importantes. Et aussi ce qu'on appelle, c'est pas comment on le dit en français, le risque Lebensversicherung, ceux qui sont en allemand vont mieux le comprendre. C'est une assurance que si vous mourrez, c'est pas comment on dit dans votre pays, mais le descriptif c'est quoi? Si vous mourrez, ce n'est pas une assurance vie. Si vous mourrez, on donne un argent à votre famille. Si vous ne mourrez pas du tout, jusqu'à cet intervalle de temps là, vous n'avez rien. Ce qui est différent de l'assurance vie, qui en Allemagne, c'est le bullshit. Bullshit en France, la loi est un peu plus, la législation, le véhicule assurance vie est un peu plus souple, plus intéressant parce qu'on peut y mettre beaucoup de véhicules comme les unités de compte, les fonds euros, les SCPI, l'immobilier même direct, ainsi de suite. En Allemagne, c'est un peu différent. Et avec le système de garantie qui est ici, qui est aujourd'hui à peu près 0,2-25%, ça ne vaut pas la peine. Donc, il ne faut pas confondre les risques Lebensversicherung et Lebensversicherung en allemand. Donc, je parle, c'est surtout pour ceux qui sont en allemand que j'apporte fait cette différence-là. Après, maintenant, il y a ce que, en allemand, on dit le Berufsunfähigkeitsversicherung. Cette assurance-là, en fait, dit, si vous n'êtes plus capable d'exercer votre travail actuel, on vous dédommage. Donc, ça, c'est une assurance pour couvrir votre capital humain dont j'ai parlé au début de la vidéo. Si vous êtes travailleur, vous devez avoir ça. Parce que si vous êtes incapable de travailler et que vous avez encore des enfants, de la famille, je ne sais pas. Il y a parfois une fausse supposition là que l'État couvre ça. Non. Ce que l'État vous donne pour vous dédommager sur un capital est tellement minime. En allemand, vous le recevez sûrement dans votre Rentenbescheid, ce Erwerbminderung. Il est tellement minime que ça ne vous couvrira même pas. Donc, ça ne vaut même pas la peine de compter dessus. Il est tellement
tellement faible. Donc, forget it. Hmm? Bon, vous, dans d'autres pays, France, je ne sais pas d'où, je ne sais pas comment on appelle ça dans votre pays, mais il faut avoir une assurance pour couvrir votre capital humain si vous êtes incapable de travailler. C'est important de l'avoir. Après, maintenant, il y a ceux qui ont la voiture, parce que tout le monde a la voiture. Il vous faut une assurance vie, une assurance voiture, c'est optionnel. Voilà, pour ceux qui sont propriétaires de maisons, d'appartements, il vous faut une assurance pour couvrir votre maison au cas s'il y a incendie ou bien s'il y a pas, une fuite d'eau qui a des dommages, qui endommage votre maison ou votre immobilier. En allemand, on appelle ça le Wohngebäude de Versicherung, qui est différent de Hausrat Versicherung. Désolé, hein, si maintenant en allemand, je vis en Allemagne. Le Hausrat Versicherung, c'est critique. À moins que vous sachiez que dans votre maison, dans votre appartement, que vous soyez propriétaire ou pas, que vous avez des choses tellement de valeur qu'il faut couvrir, il faut assurer ça. Mais sinon, ne vous laissez pas prendre de l'assurance inutile. Donc, voilà tout ce que c'était votre assurance maladie, votre assurance risque civil, votre assurance maladie à l'étranger, votre assurance en cas où vous décidez d'un intervalle de temps, aux ayants droit, c'est une sorte de somme d'argent, et si vous ne versez pas, si vous ne mourrez pas dans cet intervalle de temps-là, vous n'avez rien. Il faut avoir une assurance pour votre capital humain. Si vous avez, parce que c'est important votre capital humain, si vous avez une voiture, une assurance vie. Je ne parle pas d'assurance juridique parce que c'est vraiment knifish. Knifish parce que non seulement ça coûte cher et vous ne pouvez pas porter plainte à tout va aux gens qui vous énervent en fait. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais par contre, vous pouvez avoir des alternatives. Du moins, moi, je n'ai pas d'assurance juridique. Mais par contre, comme je suis un locataire, j'aime bien le dire, je suis colocataire et fier de l'être. Je suis un locataire et fier de l'être. Pour éventuellement me couvrir des discussions avec un éventuel bailleur. En Allemagne, je suis membre de Mieterbund. C'est moins cher, ça coûte l'année 75 €. Et ça me couvre éventuellement des discussions avec si j'ai des problèmes avec mon bailleur. Et ça m'offre une assurance juridique. Éventuellement, c'est ça. Donc pour moi, c'est le seul risque que j'ai des problèmes avec mon employé. Bah, si j'ai des problèmes avec mon employeur, on va au tribunal. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec ça, quoi. Et si j'ai une assurance parce que quelqu'un m'a cogné en route, on va au tribunal. Il n'y a pas de problème. Si j'ai tort, si je sais que j'ai tort, ok. On a l'assurance à couvrir et tout et tout. Et même pour l'assurance de voiture, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle les dashcam. Il y a des dashcam qui, en Allemagne, déjà peut vous aider dans une certaine mesure, que ça ne couvre pas tout, mais ça vous donne quand même des éléments de poids en cas où il y a une situation conflictuelle au niveau voilà, sur la voiture, accident et tout, quoi. Donc, les propriétaires de voiture, ça des dashcam que vous mettez dans votre voiture, ça filme la circulation et ça peut vous aider. Ils sont acceptés de nos jours dans les tribunaux. Donc, vous voyez, vous n'avez pas besoin de 10 000 assurances pour vivre, quoi, parce que, et vous avez vu, toutes les assurances dont je parle là, ne sont pas des assurances qui vous donnent l'argent quand quelque chose ne se passe pas. Non, vous le payez, vous couvrez un risque. Une assurance maladie, je suis malade, on paye l'assurance maladie. Je ne suis pas malade, je continue de payer et rien ne se passe, on ne me donne pas l'argent parce que je ne suis pas malade. C'est pareil pour si je prends par exemple l'assurance voiture. Je paye, que je cogne, je paye, si je ne cogne pas, on ne me donne pas l'argent. Je sais qu'il y a des assurances, en Allemagne, c'est pas comme aux États-Unis, mais je crois que dès que j'ai lu, l'Allemagne, c'est le pays des assurances, le pays des assurances. Les assurances se trouvent ici à l'aise parce qu'il y a X millions de produits d'assurance qu'on essaie de vendre à tout le monde. Les produits combinés là où qui n'ont aucun sens, quoi. On vous combine une assurance avec un placement de produits. Non, refusez ça. Refusez les assurances combinées. Non. Vous prenez seulement les assurances pour couvrir un risque. Si vous voulez faire un placement, faites votre placement dont on a parlé. Compte classique, compte pas classique, en bourse, immobilier. Pas de compte combiné. Non. Même si on vous dit voilà, les impôts. On n'en a pas des impôts. J'ai parlé de faire des impôts, c'est pas ça qu'il doit faire. C'est ma position. Chacun est libre de faire de son agence ce qu'il veut. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, j'espère que vous avez aimé et que l'année 2022 sera pour vous une meilleure année et que en termes de finances, ça soit le booster. Et voilà, on continuera comme ça avec le podcast, les vidéos
sur la page Mes Finances à moi, sur le podcast. Si vous n'êtes pas encore abonné sur le podcast, allez-y, il y a du très bon contenu là-bas. Et aussi sur la chaîne YouTube Mes Finances à moi. Abonnez-vous, les contenus sont différents, on parle des choses différentes, ce n'est pas le même contenu, donc abonnez-vous partout. Naturellement, ça me fait plaisir si vous me laissez des commentaires, jolis commentaires, des pouces, des étoiles. Voilà, ça me fait plaisir parce que je sais que vous m'écoutez et que je partage du bon contenu avec vous. Ça me motive, naturellement. Allez, bonne année 2022. Ciao.